3 dièse à la clé sur RCF Liège. Avec Christophe Bruls à la technique, bonjour et bienvenue dans 3 dièse à la clé. Nous poursuivons aujourd'hui notre rencontre avec David Daoud, peintre, sculpteur, dessinateur et mélomane, pour qui la musique joue un rôle primordial dans la création. Alors, bonjour David Daoud et merci d'être là pour poursuivre ce dialogue. Bonjour. Alors, dans l'émission précédente, qui est toujours disponible en podcast sur RCF 3 dièse à la clé, nous avons évoqué le rôle de la musique dans l'élaboration de votre peinture, les thèmes qui parcourent votre œuvre, l'importance de la lumière, la recherche d'espérance, d'une sorte de lumière salvatrice. Alors vous dites que votre travail comporte une forte dimension spirituelle, une intense réflexion existentielle. Oui, tout à fait. La spiritualité, c'est le ton de mon travail de base. J'ai besoin qu'elle y est, en fait, qu'elle y reste, qu'elle demeure dans ce registre-là. C'est très important pour que je puisse au moins transmettre. Et puis, c'est mon identité personnelle. Mmh. Pourquoi ? Parce que moi, je suis croyant. Je crois qu'il y a un créateur derrière toute cette beauté du monde. La vie est belle, etc. Et donc, si je crois qu'il y a un créateur, un grand architecte, oui. Je peux aussi penser qu'il y a une vie ailleurs. Oui. Je crois aussi. Et du coup, je la transmets inconsciemment dans mes tableaux. C'est naturel, puisque les gens me le disent. Oui. Parfois, ça peut être biblique. Oui, il y a des tableaux qui font penser à des scènes bibliques, parfois tout aussi à des fresques antiques. Oui. Tout à fait. Mais moi, j'ai étudié l'art à l'École supérieure des arts décoratifs. Notre professeur de sculpture nous enseignait et puis nous recommandait d'aller au Louvre dessiner ou de comprendre, de déchiffrer. C'est un mot qui est très important, déchiffrer, il faut comprendre, apprendre. Pourquoi on déchiffre les œuvres d'art ? Pour pouvoir apprendre la géométrie qui règne dans cette œuvre. Oui. Il y a une géométrie. Puis il y a aussi la manière d'apprendre à ressentir. Si on sait ressentir, on pourra transmettre ce ressenti. Tout à fait, oui. C'est pour ça qu'il faut déchiffrer, comme un musicien, comme un interprète. D'abord, il faut déchiffrer les œuvres pour pouvoir écouter, ressentir, assimiler cette œuvre, la retranscrire exactement pareil, dans la même sensation. C'est-à-dire qu'on peut copier les choses sans ressentir, sans transmettre un ressenti au spectateur. On peut faire des choses, on peut tout faire. Mais le spectateur a besoin d'émotion. Et comment rendre cette émotion ? C'est vraiment... Ça se transmet de génération en génération. C'est par les grandes œuvres d'art, par ces grands maîtres. Moi, je suis de ceux qui n'oublient pas le passé, en fait. C'est le passé qui fait l'avenir. On est ancré par quelque chose. On ne fait pas abstraction de l'histoire. Non, impossible. On ne peut pas penser que la vie, elle est faite comme ça. La chrétienté, elle date de 2000 ans. Oui. Mais avant, il y avait aussi une spiritualité. Tout à fait. Et puis 300 000 ans, il y avait l'homme, etc. Et avant, il y avait la vie. Depuis des millions d'années. Donc on est un point, la chrétienté c'est juste un point dans l'histoire de la vie. Pas oublier ça, c'est un petit fragment dans un grand livre. Alors moi, c'est pour ça que je travaille d'une manière intemporelle. Je tire les choses de tout ce qui s'est passé avant, etc. J'essaie de m'instruire, de découvrir, de ressentir pour transmettre. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui vous est consacré, un très bel ouvrage d'ailleurs que je recommande, qui s'intitule « Daoud, l'éphémère dans l'éternité ». Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Ça englobe un peu mon travail un peu. Et ce titre-là, c'est significatif quand même, peut-être. Exactement. Ouais. C'est un titre spirituel, intemporel. Nous allons revenir peut-être à la musique avec le premier mouvement du concerto numéro 20 en ré mineur K 466 de Mozart, interprété par Evgueni Kissine et le Kremerata Baltica. Quelques mots peut-être sur Mozart ?
sur ce concerto? Oui, alors c'est un concerto assez dramatique. Ce n'est pas vraiment dans son habitude en fait. Et puis il y a une fougue. Et puis on a le piano qui console l'orchestre. Toujours pareil. Oui. J'aime bien le dialogue entre l'orchestre, le piano, etc. Et ce qui est bien chez Mozart, c'est trouver la bonne cadence pour pouvoir jouer ce concerto. Alors, certains musiciens le font très 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 bien, évidemment, les interprètes et des chefs d'orchestre. Mais la cadence joue un rôle très important. Et si la cadence est en accord avec le ressenti, ça vraiment donne des impressions incroyables. Et c'est un de mes concertos favoris. Beethoven adorait ce concerto, il connaissait très bien Mozart. Mozart connaissait Beethoven en fait, mais c'était pas ami, hein, mais c'était son cadet. Mozart, un jour, comment Mozart a connu Beethoven? En fait, c'était Beethoven était élève chez Joseph Haydn. Oui. Il jouait, il faisait des variations, il jouait des choses, et puis Mozart, il tapait à la porte, etc. Il rentre voir, parce que c'est un ami à Joseph Haydn, Mozart. Oui. Hein. Il rentre, voilà, il vient peut-être boire un thé. Puis il entend dans l'autre pièce Beethoven jouer, improviser. Il a découvert, et c'est une vraie histoire. Hein. Et il entend jouer Beethoven, il dit, mais tu as un élève, il a du génie, il a du potentiel, il ira loin. C'est drôle, hein, il y a un lien à tous ces grands génies. Absolument. Eh ben, on écoute ce premier mouvement allegro du concerto numéro 20. Le premier mouvement allegro du concerto numéro 20 en ré mineur K466 de Mozart par Evgeny Kissin et la Kremerata Baltica. Alors, David Daoud, je disais, vous êtes sculpteur également. Quelle différence avec la peinture? C'est une continuité ou c'est quelque chose de tout à fait différent? Alors, moi, j'ai commencé mon parcours et mon parcours initiatique par la sculpture. Oui. À l'École supérieure des arts décoratifs avec le sculpteur Charles Offray. Oui. C'est un sculpteur qui a collaboré avec un des élèves de Rodin, etc. Il y avait un esprit, il y avait une philosophie qui se transmettait de génération en génération. Et alors ce grand monsieur, pour moi j'appelle ce grand monsieur parce que c'était, j'ai découvert un enseignement philosophique, c'est-à-dire qu'il y avait le beau. Mm-hmm. On apprenait le beau, tout simplement. Apprenez à dessiner. Avec le beau, c'est quoi? C'est un esthétique. Pour moi, le beau, il y a rendre la nature avec précision, puis il y a interpréter la nature et rendre le beau, c'est-à-dire interpréter la nature par l'âme de l'artiste. C'est ça le beau. Exprimer ce qu'on voit, mais à sa propre manière. Chacun peut exprimer à sa manière. C'est ce qui fait le style, en fait. Ouais.
Et puis après, c'est de l'illusion. Hein. On ne peut pas rendre servilement feuille par feuille, si on dessine un arbre, etc. C'est interpréter et comment on rend le plastique de la nature dans une surface, en fait. Oui. Et donc, au bout d'un certain moment, on a appris à aller déchiffrer les œuvres d'art au musée du Louvre, voilà, pour comprendre, pour transmettre, etc. Oui. Donc, on a commencé par faire des choses avec de la matière, elle est liée aussi, le travail des mains, de l'esprit, etc. Oui. Moi, ça me plaisait. Je ne faisais pas de la peinture à l'époque, je faisais que du dessin, oui. que du volume, rendre du modelé, etc. Voilà, pendant un certain moment. Vous travaillez avec le plâtre? Alors, je travaille avec toutes sortes de matériaux. Je préfère le travail avec le plâtre parce qu'en même temps, il y a de la force. Oui. La force est très importante pour moi. C'est quelque chose qui est vital, qu'il y ait une force pour transmettre quelque chose de fort. Et la douceur, ça peut être le sujet, comment la force, mais ça s'adoucit. Ça dépend du sujet qu'on veut transférer, en fait. Oui. Qu'on veut modeler, qu'on veut... oui. Donc le modelé de l'argile, on peut toujours façonner, ça devient mou, ça s'écroule. Oui. L'argile, parce qu'à force de travailler le sujet, etc., on peut toujours façonner pour que ce soit joli. Moi, le mot joli m'ennuie, donc j'ai besoin du beau. Oui. Donc le beau, et dedans, il y a de la force aussi. Donc là, pour moi, l'argile, ça fait joli. Mais il y a des très belles choses. Oui. J'en fais aussi de l'argile, donc j'arrive à rendre de la force dans l'argile. Hein. Mais c'est de savoir, enfin, ce qu'il faut, c'est être conscient de ce qu'on veut transmettre. Oui. C'est la conscience. Oui. Faut savoir ce qu'on transmet. Quand on a conscience de ce qu'on veut rendre, on peut le faire à l'argile, on peut le faire avec du pain, oui. De la pâte à pain, donc, etc. Mais c'est l'onctuosité peut-être du plâtre qui vous plaît? Peut-être, puis cette blancheur puis c'est ce côté acre, blanc, pas brillant, pas lisse, quelque chose. Puis ça donne, avec la lumière, ça donne beaucoup de nuances de gris. Peut-être, puis cette fragilité, peut-être le plâtre aussi, c'est quelque chose qui est fragile, plus ou moins. Oui. Il y a une force, mais en même temps, il y a une fragilité. C'est comme l'humain, parce qu'en fait, on veut être fort, puissant, etc. Mais au fond, nous, on a une certaine fragilité qui est constante. Tout à fait. Ça pleure aussi, l'humain. Oui. Et oui. Est-ce que la sculpture, ça procède aussi, comme dans les tableaux, d'une narration? Oui, moins pictural, plus dans un sujet précis. Oui. C'est plus... c'est qu'en fait, la narration, elle peut se créer par la matière elle-même sur certaines parties de la sculpture, en fait. On peut voir des choses, ça dépend. Si c'est du lisse, si la sculpture, la finition, elle est lisse ou rugueuse, la porosité, mais tout est calculé, en fait. Et puis le mouvement, la géométrie de la forme de la sculpture. Oui. Parce qu'en fait, la sculpture dessine l'espace. Oui. Donc, il n'y a pas de lumière. La lumière, elle est faite naturellement. Tandis que la peinture, il faut imposer la lumière sur la surface, c'est pictural. Oui. Donc, on a besoin de faire les deux, l'ombre et la lumière, pour l'exprimer. Tandis qu'en sculpture, la lumière, elle est exprimée naturellement. Donc, on n'a pas besoin de ça. On essaie de chercher une émotion dans une forme, dans une certaine géométrie, dans de l'image de la sculpture. On cherche le mouvement ou une énergie. Il y a plus d'énergie dans une sculpture que dans un tableau. Oui. Mais il y a l'énergie dans le tableau. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, mais en sculpture, il faut qu'il y ait une énergie, quelque chose. Voilà, qui est capté dans le mouvement. Oui. Parce qu'en fait, sans énergie, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de fil conducteur pour le spectateur. Mais tout est lié au spectateur. Évidemment, on n'oublie pas. Et est-ce que vous sculptez aussi en musique? Oui, toute création, elle est faite en musique. C'est essentiel, mais c'est tellement vital que je ne peux pas
je ne sais pas, si la musique n'existait pas, je ne pense pas que je serais vivant, moi. Est-ce que le silence aussi, il a une place dans votre création? Question difficile. Oui, évidemment. J'ai dit évidemment, mais non, je pense pas. En fait, parce que j'ai besoin d'un son. Même quand je dors, je mets le ventilateur, hiver comme été. C'est particulier. J'ai besoin de quelque chose qui vous berce peut-être. Qui me berce, qui me tient. Sinon, je vais tomber dans un vide. Ah oui. J'ai besoin de structure. Ça me relie à quelque chose. Oui, ouais. Je suis tellement habitué. Oui. Où le son est vital. J'aime bien entendre des choses, en fait. Par exemple, une fois, une anecdote, quand j'étais à la campagne, il y avait tellement un silence, ça m'a vraiment empêché de dormir. Et c'est vrai. Ben oui, je comprends. Nous allons faire une pause musicale avec un autre de vos choix musicaux. C'est Bach avec un extrait de la Passion selon saint Matthieu, Erbar Medi, avec la mezzo-soprano Giulia Amari. Vous écoutez 3 dièses à la clé, la seconde émission en compagnie de David Daoud, peintre, sculpteur, dessinateur et mélomane. C'est un extrait de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, Erbar Medi avec la mezzo-soprano Giulia Amari. Peut-être quelques mots sur Bach et la Passion selon saint Matthieu? Avec plaisir. Alors j'aime beaucoup cette version de Karl Richter, parce qu'en fait dans l'orchestre allemand, il y a une structure, une géométrie, vraiment on le ressent chez Bach. Oui. Puis ça va vraiment comprendre l'œuvre de Bach, en fait. La géométrie, elle est toujours présente. Puis j'ai un lien très affectif avec Bach. Personnellement, j'adore Bach. Bach, c'est vraiment quelque chose qui me transcende absolument. Et sachant que cette œuvre, La Passion selon saint Matthieu, elle a été retouchée plusieurs fois, trois fois dans... Et puis, j'aime beaucoup la soprano Giulia Amari, qui est entre le mezzo et l'alto. Elle a une voix vraiment très particulière. Elle peut chanter plein de sons différents. Je pense que c'était une hongroise ou tchèque, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est une très belle version de Karl Richter. Dans vos œuvres picturales, dans certaines en tout cas, on perçoit une certaine dramatisation, même... On a l'impression parfois d'une scénographie. D'ailleurs, il y a toute une série de tableaux, vous l'avez évoqué dans une première émission, avec la couleur rouge, des tableaux qui s'intitulent scènes d'opéra ou opéra. Est-ce que l'opéra, moi je voyais très bien vos toiles, ces toiles-là en tout cas, comme décor de scène d'un opéra. Est-ce que l'opéra vous a influencé ? En fait, oui, bien sûr, je vais souvent au concert, je vais à l'opéra et j'aime bien cette lumière sur une cantatrice ou un jeu d'acteur qui est... puis le spot est dirigé sur des personnages comme ça, ils racontent l'histoire du monde, un texte ou quelque chose comme ça. Et moi, l'idée que les gens puissent regarder un spectacle... Et c'est ma manière de composer moi dans mes tableaux. Ah, oui. C'est assez théâtral. Il y a toujours un premier plan qui est le spectateur. Oui. Et je compose souvent pareil. Et la lumière, elle est dirigée au milieu vers un objet ou un arbre, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est une scène en fait, comme une fenêtre en fait. Et j'ai toujours cette manière de composer, que ce soit des petits ou des grands formats, pour que le spectateur puisse s'introduire dans mon tableau. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi toute une série de tableaux qui s'intitulent « Empreintes ». Alors, on pourrait peut-être en dire quelques mots. Elle rappelle quelque part un peu comme si c'était l'art pariétal. Enfant, vous aviez l'habitude de faire des dessins sur les murs. Hein ? Oui, est-ce que c'est un reste d'enfance ? Alors, oui, en fait, moi j'ai commencé à dessiner quand j'étais enfant avec du cirage. Mon père était commerçant et on avait des magasins d'habits, de prêt-à-porter en Afrique, dans l'arrière-boutique. Donc je m'ennuyais, qu'est-ce que je faisais ? Je prenais le cirage et puis je commençais à faire du noir. Le noir est toujours présent dans mes tableaux jusqu'à maintenant, en fait.
C'est le dessin, enfin, c'est le trait mystérieux de la vie, en fait. Là. Et alors, la technique de l'empreinte ou la peinture graphique sur toile, alors elle est sortie, en fait, je me suis dit, j'avais un dessin de sculpteur, moi, avec le trait graphique, parce que le sculpteur exprime le volume. Oui. On n'essaye pas de faire l'exactitude, mais on l'exprime, en fait. Le dessin, il est exprimé, le volume, il est exprimé. On exprimait le sujet, etc. Donc, c'est un trait graphique complètement. On est dans le volume, on recherche le volume, on recherche à transmettre et tout ça. Et si on regarde bien les artistes, les sculpteurs, quand ils dessinent, c'est vraiment on dit du charabia, mais c'est pas du charabia, hein. C'est toujours à la recherche du volume. Et je me suis dit, j'ai ce trait-là, ma manière de dessiner, elle est comme ça. J'ai pas envie de le perdre et faire de la peinture. Donc j'ai trouvé une autre formule, de faire de la peinture avec mon trait de sculpture. Du coup, ça a donné naissance à un certain... comme un art pariétal contemporain, en fait. C'est ça, oui. Et je raconte un peu l'exode, l'exil, l'humain. Et puis, il y a pas de... Puis, c'est très, très ouvert. Il n'y a pas il y a de l'âme par la texture de la matière. Les fonds des tableaux sont travaillés. Et puis, c'est un autre registre, en fait. Parce que la peinture, elle est picturale, donc il n'y a qu'un sujet. Oui. Mais dans la peinture graphique que je propose, c'est une peinture où il y a plein de choses dedans. Donc, il n'y a pas de loi, de perspective et tout ça. Je orne l'espace, en fait. Et je raconte et tout. C'est beaucoup plus ouvert. Voilà. Dans l'espace panoramique, artistique que je fais. Alors, vous dites que votre travail est très sincère et que c'est votre âme d'enfant qui est présente dans ce travail. Oui, toujours, parce qu'en fait, on apprend à se libérer. Donc, on apprend à créer, à créer juste, mais en même temps, on apprend à créer, à se libérer, même s'il y a des fautes. Puis Delacroix, toujours, il avait une phrase qui m'avait beaucoup touché. Il faut travailler comme un lion et tant pis pour les fautes. Ouais. Donc, voilà. Il faut travailler, il faut vraiment se libérer. Delacroix, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup influencé. Oui, beaucoup, beaucoup. C'est lui qui m'a donné envie d'y croire fort. J'avais vu une exposition au Grand Palais de Delacroix il y a 25 ans, comme ça. Bon, je peignais et tout ça. J'étais sculpteur à l'époque. Je fais mes études. J'étais jeune et puis j'ai vu ces œuvres comme ça, incroyables, sur 3 étages, 3 niveaux. Oui. Alors, ce qui est bien chez Delacroix, il a peint des paysages, il a peint l'humain, l'exode, la période marocaine. Oui. Mais on retient de lui que cette petite partie du Maroc, alors que c'est un immense artiste, parce que c'est le seul qui a créé des œuvres allégoriques, religieuses, mystiques, et la forme du paysage, en fait. Puis, pour moi, à mon sens, Delacroix, il est très mystique, c'est très spirituel, parce que au dernier étage, il n'y avait que toutes les piétas, il y avait une 50aine. Mais personne ne parle de sa peinture religieuse. C'est considérable ce qu'il fait. Puis ce travail de couleur, cette lumière salvatrice sur les êtres, c'est très très beau. Très beau. Et puis sa texture, elle est onctueuse. Il a un travail le matériau qu'il utilisait, parce qu'on y veille, parce qu'en fait, c'est pas plat. Parce qu'en fait, il y a aussi la technique du diluant, le médium. Ça s'appelle le médium, c'est le diluant pour diluer la peinture à l'huile. On l'appelle, ça peut être de l'essence, ou ça peut être du vernis, etc. Donc lui, moi j'ai vraiment lu son carnet, dans son journal intime et tout. Et puis il a fait des carnets, il a fait plein de notes. C'était un intellectuel, donc c'est quelqu'un qui écrivait ça. Il serait un bon écrivain, en fait, s'il devait écrire. Et il a parlé des techniques, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment apporté beaucoup de choses à la peinture contemporaine, à la liberté d'expression. Alors, on a parlé de la musique qui vous inspire. Vous parlez de Delacroix qui aurait pu être un écrivain. Est-ce que la poésie ou la littérature, ça intervient aussi dans la narration de vos tableaux ou vos sculptures? Est-ce que vous avez une influence? En fait... Bien sûr qu'il y a eu des influences Dante aux Enfers,
j'ai plus de nom en tête, ou Khalil Gibran. Le travail de Khalil Gibran m'inspire énormément. Et puis moi, je ramène toujours mon travail à l'histoire humaine. Donc, je peux aussi inspirer les écrivains. C'est-à-dire que je donne aussi un fil conducteur, c'est vice-versa. Oui. Et puis quand je lis quelque chose, un texte ou une histoire, dans toute histoire, il faut qu'il y ait de la mélancolie chez moi. C'est ce qui va me toucher. Je suis quelqu'un qui est assez mélancolique. J'ai la joie de vivre. Oui. Mais pour moi, c'est la mélancolie qui donne le temps à la création. Sans mélancolie, il se passe rien. Il faut qu'il y ait un fil conducteur, un brin de mélancolie pour que les gens puissent s'introduire. Parce qu'en fait, les gens ils disent ils sont gays et tout, mais il y a toujours un petit coin au fond d'eux, quelque chose qui donne envie de regarder ou de comprendre l'artiste ou l'écrivain, en fait. Et toutes les histoires sont plus ou moins mélancoliques. Soit elle finit bien, soit elle finit mal. Hein. Oui, c'est vrai. Ben alors, je propose qu'on poursuive en musique avec un autre extrait que vous avez choisi. C'est le Dixit Dominus de Handel. Peut-être quelques mots? Alors, le Dixit Dominus de Handel, pareil, de la version Gardiner, hein, c'est ça? C'est la version de John Eliot Gardiner. Très belle version. Et puis, il y a le rythme est vraiment somptueux, avec une cadence juste. Parce qu'il suffit que cette version, parce qu'elle est tellement dynamique, elle est tellement riche, il y a tellement de force, il y a tellement de vitalité que certains chefs d'orchestre ont tendance à la jouer trop vite. Oui. Et on perd l'accord et cette magie. Puis souvent les compositeurs, ils le disent sur leur partition. Souvent, oui. La cadence, elle est hyper importante, parce que c'est ce qui va donner l'émotion, plus ou moins. Donc c'est une très belle version avec des instruments authentiques. Et c'est Handel qui l'a composé. Il était en Italie pendant 3 ans. Oui. Il avait à peine 30 ans, je crois. C'est incroyable, le génie de Handel. Pareil, Handel, Bach, Mozart, tous ces grands me portent, en fait. Beethoven aussi. Bon, on va écouter cet extrait du Dixit Dominus de Handel. C'était un extrait du Dixit Dominus, le Gloria Patri de Handel sous la direction de John Eliot Gardiner, le choix de notre invité David Daoud. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette deuxième émission. David Daoud, est-ce qu'il y a des projets et des expositions en cours ou à venir ? Oui, alors il y a pas mal d'expositions en 2023. Oui. La prochaine exposition, ça sera à la galerie Christine Colomb, rue Saint-Rémy, et c'est une exposition sur le thème du paysage. Donc il y a des grands formats, des moyens formats, de tous les formats. Des sculptures aussi ? Non, c'est un couple de sculpteurs, les Stalins, qui seront là, mais c'était de faire de mettre en valeur une forme de sculpture vraiment sur l'humanité. Ils font un art assez primitif, etc. Ils ont revisité l'art premier pratiquement. D'accord. Et du coup, j'avais envie de faire une exposition avec eux, que j'aime beaucoup ce qu'ils font, à la galerie Christine Colomb. Et ça va être une très belle exposition aux alentours d'octobre, quelque chose comme ça. 2023. Voilà. D'accord. Donc après, j'aurai une exposition pareille, personnelle, sculpture, moi, chez Christine Colomb, l'équivalent de 2000, aux alentours de 2023, mais ça, faut regarder sur le site de Christine Colomb. Oui, d'ailleurs, si on veut admirer vos œuvres,
on peut se rendre sur le site de la galerie, www.christinecolon, colon en attaché.be. Exactement, Voilà. mais il y a toujours des œuvres sur place si les spectateurs aussi. veulent voir des choses. Donc n'hésitez pas à y aller, découvrir mon travail en vrai, Voilà, même pour le plaisir mieux, de voir. C'est encore mieux, oui. Voilà, et j'expose à Paris rue de Seine actuellement. Oui. La galerie L'Amour de l'Art, une exposition graphique et sculpture. Oui. Et puis bientôt j'exposerai à Colmar, à Honfleur, voilà. Ah ben voilà. Donc entre 2023 et 2024, c'est assez riche. Eh bien voilà. Alors, je vous recommande aussi le très beau livre, la monographie qui vous est consacrée aux éditions Le Livre d'Art et qui est intitulé Daoud, l'éphémère dans l'éternité. Alors, il me reste à vous remercier. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Et peut-être à bientôt. Alors, on termine avec un titre d'Ibrahim Malouf, Beyrouth, extrait de l'album Diagnostic. Bonne écoute, portez-vous bien et à très bientôt.